télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Ou gérer santé, ou gérer la vie, parce que santé, c'est richesse. Jeff Sessions, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télébel Top, c'est la télévision de l'éducation. Nous nous connections avec toute activité communautaire. Télébel Top, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télébel Top, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec la voix de Tian Sito. Télébel Top, très bientôt sur Woko. Télébel Top, c'est la télé. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le scoop. Mon pam, c'est Erlich Dorilas. Avec plaisir, entre la Kaiwa Soya, on a fait le tour du monde en information. Première destination, pays blanc français. 4e samedi, depuis Gilets jaunes, campé à Banzeng, plus capable de protester contre prix, taxes qui montent dans le pays et prix produits montés. Malgré le gouvernement français, courir, font campo, des taxes là baissées sous gaz, pas de rétention. Pour augmenter prix taxe là, sur le prix gaz là, eh bien, la population a toujours été en colère. Malgré les forces de l'ordre dans la rue, avenue qui est plus belle dans le monde là, Champs-Élysées, est encore transformée en champ de bataille. On suit avec Euronews comment ça s'est passé. Une journée presque sans fin. Plusieurs heures entre quelques gilets jaunes et les forces de l'ordre, des véhicules incendiés. Les manifestants sont encore plusieurs dizaines hier soir sur les Champs-Élysées. Cette 4e manifestation des Gilets jaunes a rassemblé 125 000 personnes partout en France. C'est un peu moins que samedi dernier, mais plus de 1300 personnes ont été interpellées, un record. Un point d'arrêt a été mis à l'escalade de la violence. Elle reste toutefois à un niveau certes contenu, mais totalement inacceptable. La colère se cristallise sur la question du pouvoir d'achat et contre le président Emmanuel Macron qui doit s'exprimer lundi. Après l'annulation de la hausse des taxes sur les carburants, le gouvernement espère toujours l'apaisement. Il faut désormais retisser cette unité nationale par le dialogue, par le travail, par le rassemblement. Le président de la République s'exprimera. Il lui appartiendra de proposer les mesures qui viendront nourrir ce dialogue et qui permettront, je l'espère, à l'ensemble de la nation française de se retrouver et d'être à la hauteur des enjeux qui sont déjà là et qui vont continuer à se poser dans les années qui viennent. Une violence davantage contrôlée que le week-end dernier, car le ministère de l'Intérieur avait revu son dispositif. Rues bloquées, magasins fermés. Une capitale hier encore métamorphosée. Gaz lacrymogène, barricades enflammées, yon Champs-Élysées qui était méconnu. La France, pays considéré comme 6e puissance économique dans le monde là, dans une situation tête chargée. Est-ce que Bral révoqué le Premier ministre là? Est-ce que le président français a démissionné parce que le groupe pour une démission? On est aujourd'hui à pile les yeux braqués sur puissance économique ça. Une grande démocratie qui a fait face à pile difficulté aujourd'hui. Eh bien, sur le plateau CNews, en pile grand invité, sur le plateau télévision ça, t'as disséqué, t'as analysé la situation côté population mécontent et en bandition contre le président français, c'est Emmanuel Macron. On regarde comment ça a été sur le plateau CNews. Damien Lempereur, je rappelle que vous êtes délégué national porte-parole de Debout la France. Le parti de Nicolas Dupont-Aignan. On est obligé évidemment de rappeler les propos de votre président qui parlait des casseurs de Castaner pour qualifier les actes de violence de la semaine dernière. Le ministre de l'Intérieur qui a annoncé hier qu'il allait porter plainte contre le président de Debout la France. Votre réaction à ce propos et surtout à ce qui est en train de se passer aujourd'hui à Paris et une maîtrise qui paraît, en tout cas pour le moment, quand même beaucoup plus importante de la part des forces de l'ordre par rapport au week-end précédent. Oui, c'est cohérent finalement. Ce qu'avait voulu dire Nicolas Dupont-Aignan, c'est que, notamment la semaine dernière à l'Arc de Triomphe, il y avait eu une mauvaise gestion. Une mauvaise gestion non pas par les forces de l'ordre qui répondent à des instructions et qui sont très courageux, d'ailleurs on les a mis en danger la semaine dernière, mais une mauvaise gestion au niveau de la chaîne de commandement puisqu'on a, selon nous, laissé, casser, et c'est ce qu'a voulu exprimer Nicolas Dupont-Aignan. Et on voit bien aujourd'hui qu'avec un changement de stratégie, et ça a été, je trouve, assez bien expliqué sur l'antenne de CNews avec M. Cavalier et Mme Buisson, on voit bien que le changement de stratégie porte ses fruits. C'est-à-dire que la situation est très claire. Nous avons un mouvement social à Paris et en province, immensément pacifique et bon enfant, et nous avons en revanche, c'est vrai, des groupes très minoritaires, mais très actifs. D'ailleurs, y compris le ministre Majoubi hier expliquait qu'ils allaient venir peut-être de toute l'Europe
donc c'est en dehors du cadre français, qui viennent uniquement pour casser. Et la réaction de l'État doit être de gérer ces groupes très minoritaires, casser les casseurs en quelque sorte, pour permettre aux Gilets jaunes de manifester. Et c'est beaucoup mieux fait, je trouve, aujourd'hui, et M. Cavalier expliquait que finalement c'était à peu près sous contrôle, beaucoup mieux fait que la semaine dernière. Je pense que d'une certaine manière, la journée d'aujourd'hui nous donne raison. Il fallait une stratégie. Damien Lempereur. Oui, enfin 31 000 entre nous, on a mobilisé 100 000 forces de l'ordre. Moi, 89 000 précisément. Oui, je note toujours un décalage entre les chiffres du gouvernement et la réalité de ce qu'on voit sur les images. Mais c'est un détail. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit M. Brossat. Il va falloir une réponse politique quand même. C'est peut-être pas le temps de la politique là, maintenant, parce qu'on voit des images là qui sont choquantes, mais il faudra que la politique revienne, et si possible, avec ceux qui n'ont pas gouverné depuis 30 ans, et qu'on puisse proposer des solutions politiques pour sortir de la crise. Mais ce que je veux dire, c'est que la réponse du président de la République, maintenant, elle est plus qu'urgente, parce que là, ce qu'on a sous les yeux, c'est quand même le chaos. Alors on peut le regarder d'un point de vue uniquement sécuritaire et dire que c'est bien géré, mais là, je vois mal des touristes se balader dans Paris ou des amoureux aller faire leurs courses. Paris est je vais mettre ça entre guillemets, mais Paris est une ville morte aujourd'hui. Tous les grands magasins sont fermés, les musées... Oui, je pense aux commerçants, je pense aux artisans, je pense à ceux qui travaillent dur et qui le week-end ont envie de se reposer. On n'est quand même pas là dans la... Mais il y a des raisons à la colère. Il y a un problème, malgré tout, je pense, d'ordre public. L'État a été en difficulté sous le mandat de M. Hollande face au terrorisme, et on a été, je trouve, assez faible, et on a mis du temps à réagir, à prendre des vraies mesures. Là, on sait qu'il y a quelques groupuscules, qui soient d'extrême gauche, on reconnaît les Black Blocs, ou de la droite, de l'ultra-droite, on voit aussi peut-être des citoyens qui viennent des banlieues, parfois cassés, face à des minorités. Les Gilets jaunes qui se radicalisent parfois également. Il y a différents types de populations très minoritaires. Et là, c'est quand même le rôle de l'État d'intervenir. Je pense qu'aujourd'hui, c'est mieux que la dernière fois, parce que effectivement, des bonnes mesures ont été prises. Mais entre nous, est-ce qu'on va assister à ça tous les week-ends? C'est impossible. Il faut que l'ordre revienne, et l'ordre ne pourra revenir que s'il y a de la justice. Nous, à Debout la France, on est pour l'ordre, mais l'ordre juste, il faut de la justice sociale pour qu'on puisse faire respecter l'ordre dans le pays. Damien Lempereur, quelquefois, on a quand même l'impression que l'opposition est parfois dans un jeu de rôle. Vous appelez à une réponse politique. Nicolas Dupont-Aignan a été reçu à Matignon la semaine dernière. Il est resté 2 minutes dans le bureau du Premier ministre. Il est ressorti tout de suite en disant « Je souhaite que notre entretien soit filmé, sinon je m'en vais ». Pourquoi est-ce qu'il n'a pas échangé avec le Premier ministre alors que vous appelez précisément à une réponse politique? Devant le bureau, parce qu'on n'est pas rentré, puisqu'effectivement il a refusé qu'on filme l'entretien. Mais c'était l'occasion justement d'échanger. Parce que ça n'aurait servi à rien. Moi j'en ai fait des rencontres avec le Premier ministre et Nicolas Dupont-Aignan. Les partis politiques savent très bien que toutes ces rencontres institutionnelles ne débouchent sur rien. Pourquoi? Et d'ailleurs je pense que les Gilets jaunes, les citoyens l'ont bien compris. Il y a un besoin aujourd'hui de démocratie directe. L'Assemblée nationale n'est plus représentative des forces politiques qui ont envie de s'exprimer dans le pays. D'ailleurs, on a vécu quand même un grand moment de démocratie et aussi médiatique. C'est l'occasion, on critique beaucoup les médias, de rendre un peu hommage aux médias. On a entendu beaucoup de citoyens s'exprimer sur les antennes depuis 3 semaines, des gens qu'on voyait jamais. La majorité silencieuse, la France des oubliés. Ils ont enfin pris la parole. Et ce qui s'est passé, en tout cas nous, c'est comme ça qu'on l'analyse avec Nicolas Dupont-Aignan, c'est qu'aujourd'hui il y a un vrai décalage entre cette aspiration des citoyens qui s'expriment grâce aux médias qui leur ont tendu les micros, et la représentation politique des élus qui aujourd'hui sont beaucoup moins légitimes pour une raison très simple, parce qu'ils ont échoué et parce que les systèmes d'élection, le vote blanc n'est pas reconnu, le référendum d'initiative populaire, donc... Mais ce rejet des politiques, il concerne tous les partis, monsieur le Président. Surtout les partis, entre nous, pour être honnête, peut-être vous ne serez pas d'accord avec moi, mais les partis qui ont gouverné, c'est-à-dire... Eh bien, on s'est constat la situation dans le pays blanc français, où les manifestants qui étaient arrêtés, qui ont craché colère, où les forces de l'ordre étaient dans pile travail pour faire, service pompier étaient obligés à éteindre du feu, image de qu'on voit dans les pays tiers-mondistes aujourd'hui, dans cette grande démocratie qui est la France, où l'on peut fâcher comment il réagit. Malgré un pile monde critiqué, tiré à boulet rouge, il dit que il y a des gens qui tout profitent après causer, nous a fait ça. Il y a des gens qui infiltré un groupe gilet jaune qui prend la rue, qui a cassé, qui a brisé, qui a dit à entrer dans le magasin monde. Eh bien, la France qui a pour un spectacle là qui n'est pas du tout belle aux yeux du monde entier. Donc, c'était les belles top. On va suivre 2 scoops, non pas, c'est Erlich Doré. Situation de l'autre côté, nous allons recevoir avec reporter nous Delors, Marc Delors, eh bien, qui en direct pour aller dire comment ça y est,
pour votre signature de livre de député Jérôme Charles, Observation sous désordre politique en Haïti. Avec nous, Delors, bonsoir. Delors, comment vous recevez? Très bien. Bonsoir Dorelas et bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Télébeltop. Et alors nous, dans le local Télébeltop, là, dans l'occasion de votre signature, livre ça, qui est les observations sous désordre politique en Haïti. Alors tout le monde est déjà mobilisé là pour votre signature livre ça, ou équipe monde qui déjà a avancé là, Dorelas, ça porte la surchargée, côté que vous avez pour capable de suivre votre signature livre ça et pour connaître qui ça livre ça qui est dans Dorelas. Est-ce que l'auteur là, il est déjà dans salle là pour capable lancer conférence là? Et normalement, Dorelas, l'auteur n'est pas dans salle là, mais il est dehors là avec quelques personnes qui déjà viennent. Nous allons faire de tout moyen pour le capable entrer parce que nous allons faire un petit parler ensemble avec les tout. Parce que nous avons une équipe qui est déjà là, qui a fait un petit parler ensemble avec l'auteur avant que lui-même commence à proposer ça à propos de livre ça. De l'ordre d'arrêt, est-ce que vous êtes capable de nous dire des gens qui dans cette salle là, quand est-ce que vous êtes prêts, qui s'est poussé au venir dans des conférences là? Bon, normalement, Dorelas, comme on connaît déjà, il y a des gens qui présentent un bagage. Et il y a ça que nous avons présenté pour une série de amis, et ça que nous présenté pour payer lui, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que ça depuis le dire là, on côté pour faire un bagage, ça veut dire son bagage qui est supposé et automatiquement gain poids. Eh bien, nous gagnons avec nous un grand politicien qui est là, qui tout le monde connaît, qui fait chose sur Radio Beltop Haïti Précision. Et puis, nous gagnons un grand poète qui est dans la salle là tout, ensemble avec nous, qui tout le monde connaît son nom et Télimo. Et côte à côte, ça c'est nos amis lui-même. Tout le monde là déjà présent dans la salle là. Et nous gagnons Madame Plancher et qui fait chose sur Beltop, tout le monde là. Équipe l'autre ami qui est là, M. Bernard et Jacques Mousso présenter M. ça sur nom Haïti Précision. Tout le monde déjà là. Eh bien, de là, on va recevoir dans les prochaines minutes pour garder des détails sous votre signature ça. On va si on est périphérique pour nous, dis-nous comment ça y est, et puis on va recevoir dans les prochaines minutes, ok? Eh bien, de là, c'est pas un problème, aussitôt que tu as une évolution dans le dossier ça, et il faut qu'on ait que tout le monde va rentrer pour nous faire bagaille. Merci, Delors. Merci. Eh bien, soit sur le scoop, bien entendu avec Delors, Marc Delors, depuis notre studio, puisque vente signature de l'ISA, observation sur des ordres politiques dans le pays d'Haïti, député Jérôme Charles. En benediction pays, les États-Unis, puisque États-Unis, réconciliation pendant les funérailles, c'est des images qui font le tour du monde, réconciliation de l'Amérique, puisque des anciens chefs d'État, des anciens vice-présidents, Chita ensemble pour capable assister à funérailles, 41e président américain, George H.W. Bush. Mais on image qui fait pile observateur, pile monde qui faut dans l'ISRL langage corporel. Ouais, président américain Trump, puis le monde dit, président est senti l'antigen gêné, il n'est pas tellement content parce qu'il est venu, oui, il serrait la main avec l'ancien président Barack Obama, il serrait la main avec président et madame Obama, eh bien Michelle Obama, eh bien il peut serrer la main avec le président, l'ancien président américain Bill Clinton, ainsi que madame Hillary Clinton. Eh bien, en plus, le monde dit que, voilà, président Malgré était là, malgré ses funérailles, oui, au chita ensemble, c'est la beauté de la démocratie américaine, le champion en démocratie. Eh bien, on suit comment c'était dans la cathédrale à Washington, DC. Recouvert d'un drapeau américain, le cercueil de George Herbert Walker Bush fait son entrée dans la cathédrale nationale de Washington, suivi des membres de la famille du 41e président des États-Unis. Au premier rang, l'actuel président Donald Trump et sa femme sont assis aux côtés de 3 autres anciens présidents, Barack Obama, Bill Clinton et Jimmy Carter. George Bush, le fils du président défunt, les salue tous avant de prendre place avec sa famille. Un peu plus tôt, Donald Trump et Barack Obama ont également échangé une poignée de main symbolique, la première depuis l'arrivée au pouvoir du président Trump. Sur l'autel, les hommages se succèdent. John Meacham, le biographe de l'ancien président, est revenu sur sa carrière de pilote dans l'armée américaine et sur cet accident qui a failli lui coûter un talent incomparable. Chanté dans la cathédrale à Washington pour les funérailles de George H.W. Bush. Mais en pile, observateurs te suivent lorsque le président Carter, l'ancien président américain Jimmy Carter, plus ancien président américain vivant, t'es dans sa main, ouais, Donald Trump, le président actuel américain, t'es évité sur les contacts yeux avec ancien président Carter. Donc on a ancien président Carter, on a vu que le débat était très critique envers le président américain, Donald Trump. C'est idem pour George W. Bush et c'est idem aussi pour Bill Clinton, Madame Hillary Clinton, même si pas parlé. Donc on est que président ça, Donald Trump, est
très tenace dans des baillots pour te dire, le président, il t'a demandé pour FBI faire enquête sur Madame Hillary Clinton. Aujourd'hui, nous avons un véritable cafouillage, galimatia, dans la Maison Blanche, là, côté rapport Mueller, là, non président a sorti dans sa affaire, qui a poussé, ancien avocat là, Michael Cohen, a payé 2 anciennes mesdames l'argent pour pas témoigner contre lui pendant qu'on part campagne électorale là. Je vous dis, est-ce que nous allons aller vers une Maison Blanche qui va le tourmenter pour l'année 2019? Nous pas connaître. Mais déjà, c'est toujours limogeage, révocation dans la Maison Blanche là. C'est tout pas John Kelly qui a quitté ça dans l'année 2020 là, qui va l'entrer. Le président américain qui est très relax, qui dit bon monsieur, il pas connaît, si son retraite, il va le prendre. Mais un peu le monde te dit qu'on bouche poisse entre monsieur John Kelly et madame président Donald Trump. On a vu comment monsieur France 24 t'es avec Zoom, nous a fait ça. Il aura tenu 1 an et demi en tant que secrétaire général de la Maison Blanche. John Kelly est poussé vers la sortie par Donald Trump, qui devant les caméras ne tarit pourtant pas d'éloge sur son bras droit. John Kelly va partir. Je ne sais pas si je peux dire qu'il va prendre sa retraite. En tout cas, c'est un gars génial. John Kelly va partir à la fin de l'année. Nous annoncerons qui va prendre sa place. Il pourra y avoir d'abord un remplaçant par intérim. J'annoncerai ça dans les prochains jours. Selon la presse américaine, les relations entre les deux hommes étaient tendues ces derniers mois, au point qu'ils ne se seraient plus adressé la parole depuis plusieurs jours. Le différend daterait du mois de septembre. Un journaliste publie alors un livre dans lequel il affirme que John Kelly aurait traité le président d'idiot lors d'une réunion en petit comité. Une déclaration qu'a toujours nié l'ex-général des Marines, mais qui suffit à détériorer ses relations avec Donald Trump. Le bras droit du président avait été nommé en juillet 2017. Il avait alors pour mission de remettre de l'ordre au sein de la Maison-Blanche, alors que le président venait de renvoyer le directeur du FBI, James Comey. Avant cela, John Kelly a occupé pendant 6 mois le poste de ministre de la Sécurité intérieure. À l'époque, il avait fait de l'immigration clandestine son cheval de bataille. Eh bien, on tourne sur télé, belle top option de scoop avec Erlich Dorela. Je te recommande John Kelly. Eh bien, monsieur qui est pour quitter ça, est-ce que on a dit en mésentente entre John Kelly, tu as gagné monsieur John Kelly, le président américain Donald Trump, non, invitation, Rex Tillerson, dans conférence que le tabac, en fait, qui t'a fait côté monsieur, t'es dit président américain, pas grand rien. Que son président, lorsque ou dit non, pas fond bagaille, livre les faits de façon pâle, malgré ou dit non, il pas comprendre question, dossier détail, comme bien. Eh bien, un peu le monde a demandé, est-ce que dans le jeu Cap Vigno en 2020, pas baloué, vendre le virer? Il y a encore tôt. Malgré le rapport sorti, est-ce que rentré, et il a dit congrès pour le mois de janvier, les nouvelles recrues, Bral mettait tout appareil en bandition pour capable mettre président américain en petit soulier. Là encore tout, croisons les doigts, c'est le wait and see. Direction Yémen. Son guerre qui, jusqu'à 3 ans. 3 ans de guerre, des milliers d'enfants ont mouru au Yémen. À l'instant même où je vous parle, en Suède, oui, puis qu'on chita pour parler de paix, pour belligérants, t'es entendu. On expliquait guerre ça à plusieurs reprises sur le plateau de télévision ça. On expliquait ça va passer. Il y a les chiites qui gagnent rebelles outils, qui en bandition, qui gagnent pornaméo, qui gagnent pornaméo, ou gagnent et les sunnites qui supportés par l'Arabie Saoudite, nous a dit, c'est lui-même qui a mené la guerre au Yémen, et l'Arabie Saoudite aussi qui supportait une branche d'Al-Qaïda qui n'est pas Al-Qaïda de la péninsule arabique. Mais on dit à nous que son véritable jeu, petit atout qu'a joué entre équipes, pour voir si il est arrivé à joindre un traité de paix pour capable finir avec la guerre au Yémen. Mais tout gouvernemental, il a laissé pour ce débat, il a dit bon, parce que quand il change de prisonniers, on est pour faire. Monsieur a dit non, et puisque monsieur Outillot, quand pile prisonnier sunnite dans mer, eh bien, qui s'est supporté par les chiites, eh bien, on gagne sunnite que tous les prisonniers Outillot dans mer autour, monsieur quitté salle de, et pourtant, je t'ai fait chita parler, il a laissé, il n'a pas confiné à ça, il n'a pas voulu entendre nos affaires pour lui n'a pas libéré prisonnier l'autre. Ça a posé question.
qui voit l'Arabie Saoudite jouer dans le traité de paix ça. Pendant ce temps, nous connaissons l'Arabie Saoudite anti-soulier après la mort du journaliste Mohamed et Jamal Khashoggi. Mais Mohamed Ben Salman, malgré le Congrès américain après, prend des décisions qui sont très dures envers l'Arabie Saoudite, je qui joue de cap jouer. Est-ce qu'il y a un traité de paix, puisque nous connaissons rapport au bail, plusieurs journaux américains bail, plusieurs journaux du monde entier, des milliers d'enfants morts au Yémen avec question guerre ça. En suivant, comme en France 24, bien sûr, ça fait ça. De paix pour le Yémen se poursuivent en Suède sous l'égide de l'ONU. Les négociations entre le gouvernement yéménite et les rebelles houthis ont notamment achoppé sur la réouverture au trafic civil de l'aéroport de Sanaa, contrôlé par la rébellion. Le gouvernement pose ses conditions. Les avions doivent être inspectés au préalable à Aden ou Sayoun, conditions rejetées par les rebelles houthis. On écoute le porte-parole de la délégation yéménite. Nous et le monde ne pouvons pas accepter qu'un aéroport commandé par une milice organise des vols au départ de l'aéroport de Sanaa. Les Houthis avaient convenu que les vols au départ de l'aéroport de Sanaa seraient fouillés. Cela n'a posé aucun problème. Nous ne parlions pas de le fermer. Aujourd'hui, le gouvernement demande la réouverture de l'aéroport de Sanaa afin de mettre fin aux souffrances des Yéménites. On retrouve Valériane Gauthier, notre envoyée spéciale dans la région de Rimbo en Suède, à 60 km de Stockholm. Où en sont les négociations ? Écoutez, aujourd'hui, la toute première rencontre entre les belligérants a eu lieu. Une première était focalisée sur l'application de l'accord d'échange de prisonniers. D'apprendre que cette rencontre a été interrompue. A priori, c'est la délégation du gouvernement yéménite qui a choisi de quitter la salle. Donc c'est la première fois que les belligérants se rencontraient pour discuter de cet accord, de l'application de cet accord d'échange de prisonniers qui semble compliqué à mettre en œuvre. Environ 500 prisonniers sont concernés du côté du gouvernement, dont le frère du président Abdrabbo Mansour Hadi, ainsi que l'ancien ministre de la Défense yéménite. Du côté des Houthis, on nous parle de 600 prisonniers, principalement des combattants rebelles. Donc, ce processus, s'il est mis en place, sera supervisé par l'ONU et la Croix-Rouge. Il devrait être mis en place d'ici 1 mois à 1 mois et demi. Un terrain d'entente peut-il être trouvé sur la question stratégique du port d'Hodeïda ? Pour l'instant, cela semble vraiment compliqué. Hodeïda, c'est également ce point sur lequel insiste la communauté internationale, car c'est par là que transite l'essentiel de l'aide humanitaire, 75% de l'aide humanitaire à destination de la population yéménite. Alors du côté des rebelles houthis, ils ne veulent pas céder ce port, car il est stratégique, il leur donne un accès à la mer Rouge et ils ne veulent pas perdre ce point stratégique pour eux. Eh bien, ce qui paraît un peu bizarre dans la guerre au Yémen, c'est des enfants qui ont mouru, misère, grand goût, parce que pas de moyens pour y aller passer pour manger dans le pays Yémen. Mais ça pour nous comprendre dans la guerre, ça, c'est une guerre qui est géopolitique, j'en ai dit déjà, qui est géostratégique aussi. Parce que l'Arabie Saoudite, qui a toujours utilisé la mer Rouge et les canaux du Yémen pour capable de livrer pétrole, si les rebelles houthis qui contrôlent zone ça, pays ça, l'Arabie Saoudite va l'anti-soulier parce que nous connaissons toujours une guerre tribale entre chiites et sunnites. C'est ça qui arrive en Irak, les chiites et les sunnites. C'est le même tableau pour l'Égypte. Et nous connaissons aussi la Turquie, qui même, quand vous jouez dans la guerre ça, pendant qu'elle fait silence, et ça fait Mohamed Ben Salman, la mort de Khashoggi vient faire la Turquie remonter, accusé que supporter les frères musulmans, l'Égypte, qualifié de groupe terroriste. Eh bien, vous n'avez dit, on paquet entrée sortie, ça fait ça pour comprendre que est-ce que le traité de paix, ça, son traité de balle fait juste pour faire petit monde dormi, ou bien qu'il balle pour un petit temps qui pas un traité cap durable. On va suivre de près. Affaire Khashoggi. La mort de ce journaliste aujourd'hui qui mettait Mohamed Ben Salman dans Tissoulier. L'Arabie Saoudite qui très mal vu, malgré ou dans G20 en Argentine, monsieur était paraît embarrassant pour des autres leaders du monde entier. Le Congrès américain qui est très dur, durcit le ton, de prendre des sanctions, eh bien le président américain, puisque l'Arabie Saoudite c'est partenaire, et dernière information Washington Post a publié que en pile chambre d'hôtel,
et dans Trump Hotel, monsieur l'Arabie Saoudite, yo loué en pile là-dedans. Donc on est que gros contrat Zamnan, combien billions de dollars. En dessous que ma France 24, t'es gardé ça, bon. Aucun doute, le prince héritier saoudien a bien commandité le meurtre de Jamal Khashoggi. La CIA en aura la preuve, c'est ce que rapportent plusieurs sénateurs américains ce mardi. Pendant près d'une heure, quelques privilégiés ont pu assister à l'audition de la chef des services de renseignements américains. MBS, le prince héritier, est une force destructrice et je pense qu'il est impliqué dans le meurtre de Jamal Khashoggi au plus haut niveau possible. Je pense qu'il est fou, je pense qu'il est dangereux et il a mis nos relations en péril. La rencontre très attendue s'est déroulée avec les parlementaires à huis clos. Après un premier rendez-vous raté la semaine dernière, la directrice de la CIA a enfin dévoilé ses conclusions. Selon les sénateurs, confortent leur position. MBS est bien responsable du meurtre de Khashoggi. Il dénonce la position officielle de l'administration Trump en dépit des preuves. Je n'ai aucun doute que le prince Mohammed Ben Salman a ordonné le meurtre et surveillé l'opération. Il savait parfaitement ce qu'il se passait et c'était planifié. S'il était face à un jury, il serait condamné en 30 minutes, jugé coupable. Le camp des sénateurs décidé à sanctionner Riyad se renforce. La semaine dernière déjà, ils ont adopté une résolution pour arrêter tout soutien militaire. Son approbation définitive est pourtant encore incertaine. La Maison-Blanche assure qu'elle opposera son veto. C'est bien la mensuétude de l'administration Trump qui est pointée du doigt. Parmi les enregistrements utilisés par la CIA dans son rapport, aucun ordre explicite de MBS, un élément qui permet à Donald Trump d'épargner son précieux allié. Eh bien, président américain qui toujours été comme un supporter de l'Arabie Saoudite malgré le Congrès américain durcit le temps. Est-ce que 2021, pour l'année qui prend un pile, qu'a dit jeu d'intérêt qui déjà commencé? Comment ça va le finir pour le président américain dans les affaires maintenant? Puisque nous connaissons les États-Unis supporter l'Arabie Saoudite dans la guerre, ça, au point de vue aviation, puis téléguidé avec des drones qui sont dans l'air, pour capable de traquer des terroristes aussi. Parce que ne pas voulu que M. Hezbollah entre dans la guerre, ça tout, parce que Hezbollah qualifie le groupe terroriste. Vous voulez dire là, nous voyons que le président américain lui-même, qui était comme un supporter de l'Arabie Saoudite, pendant que le Congrès est très dur envers l'Arabie Saoudite pour la mort du journaliste Mohamed, et c'est plutôt Jamal Khashoggi, le pointé du doigt, le prince MBS, Mohamed Ben Salman, qui t'a fait attaque ça. Il a commandité. Une direction, la Russie. On connaît que les affaires nucléaires là. Les États-Unis qui durcit le ton, champion en démocratie, une puissance, eh bien, qui entrait là pour te bailler un ultimatum à la Russie de 3 jours. Donc, le président russe, très relax, monsieur même, il claque la porte, il dit bon, il va continuer lui-même à développer des missiles pour capable de mettre la Russie, Jean lié, la puissance liée pour augmenter la capacité armement nucléaire. On suit comment RT, télévision russe, il faut reportage, ça fait ça. Et la Russie contre-attaque après les menaces et l'ultimatum lancé par les États-Unis, priant Moscou de respecter le traité sur les forces nucléaires, rapporte intermédiaire. Vladimir Poutine menace à son tour de claquer la porte. Le président russe s'est dit prêt à développer de nouveaux missiles. Les précisions de Katia Pechnik. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a adressé un ultimatum à la Russie le 4 décembre. Il l'accuse d'avoir violé le traité sur les forces nucléaires, signé en 1987, notamment par Moscou et Washington, qui interdit certains missiles de courte et moyenne portée. L'ancien chef de la CIA s'est exprimé lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères au siège de l'OTAN à Bruxelles. Il a argué que Moscou testait des missiles de croisière et a donné 2 mois à la Russie pour démontrer qu'elle respecte les obligations du traité, sans quoi les États-Unis s'en retireront. Compte tenu des faits, les États-Unis déclarent aujourd'hui que la Russie viole la partie matérielle du traité. Nous suspendons nos obligations en réaction sous 60 jours, sauf si la Russie revient au respect complet et vérifiable de ce traité. Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, lui a emboîté le pas. La Russie a maintenant une dernière chance de retourner au respect du traité FNI, mais on doit aussi commencer à se préparer à un monde sans ce traité. Pour les officiels russes, l'abandon de ce traité serait regrettable. Valéry Gerasimov, le chef d'état-major des forces armées de la Fédération de Russie, évoque une démarche dangereuse pour la paix mondiale.
Nous considérons cela comme une étape très dangereuse qui pourrait nuire non seulement à la sécurité européenne, mais également à la stabilité stratégique en général. Mais les Russes ne sont pas les seuls à le déplorer. Stefan Seibert, le porte-parole du gouvernement allemand, dit regretter la remise en cause de ce traité et le considérer comme un instrument de contrôle important des armes et un atout pour la sécurité européenne. Maja Kostinyanchich, la porte-parole de la Commission européenne, a appelé les deux parties à rester dans le dialogue pour préserver le traité. Pourtant, l'Europe ne s'est pas dressée pour s'opposer aux États-Unis, alors même qu'elle sait sa sécurité menacée par cette décision. Par la menace, en menant la politique de l'ultimatum, les États-Unis s'engagent toujours davantage sur une ligne interventionniste que Donald Trump avait pourtant réfuté en 2016. Le président américain choisit une fois de plus de se retirer des traités internationaux qui font consensus, comme il l'a fait avec l'accord sur le nucléaire iranien ou l'accord de Paris. Mais que reproche Washington aux Russes? Les Américains disent avoir envoyé une série d'avertissements depuis 4 ans contre les tests de missiles russes. Moscou avait nié ces allégations et avait répliqué que des lance-missiles disposés en Pologne et en Roumanie entraient eux aussi en violation du traité. Surtout, blâmer la Russie ne serait qu'un prétexte pour se retirer du traité qui ne leur laisse pas les mains assez libres, selon Vladimir Poutine. Permettez-moi de vous rappeler que cette année, avant l'annonce du retrait du traité, le Congrès américain avait alloué des fonds à la recherche et au développement pour produire ces missiles. Cela signifie que la décision est prise depuis longtemps, mais en douce. Les États-Unis ne chercheraient-ils pas plutôt à consolider leur hégémonie militaire, comme lorsqu'en 2002, George W. Bush avait rejeté un traité de missiles antibalistiques? Selon Vladimir Poutine, plus de 10 États produisent ces armes dont la fabrication est interdite dans leurs 2 pays. Selon lui, les Américains voudraient pouvoir les développer à leur tour. D'ailleurs, les Russes ne sont pas les seuls à accréditer cette thèse. Le New York. Eh bien, c'était ANF là qui en pile qui est sauté parce que la Russie qui est entrée avec les États-Unis, en pile observateur dit ça, poussé mon a posé question, est-ce que on y a là n'importe bandit pas bral calé quoi puis fait armes nucléaires. La Russie dit ça fait de ultimatum 3 jours monsieur Blamaï qui au débat nous c'est pareil pour faire mon dol. Eh bien nous-mêmes nous allons développer des capacités pour nous capables tester missiles nous parce que nous sommes force dans affaires armes nucléaires aussi. Eh bien, c'est le scoop, c'est l'heure de parler showbiz. Nous allons entrer dans People News, l'actu People. On va regarder comment ça a été dans mon showbiz là, tout à l'heure. Vous faites partie des People Person. People News, l'actu People. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'édition People News, en People News au rythme de la Noël. Déjà, je vous souhaite une bonne fête de Noël. Bienvenue à tous et à toutes, mon nom c'est Erlich Dorelas. Tout de suite, voici l'actu People. Kenny Way, la bande à Kenny Demang est sortie dans son silence en nous présentant le clip Stranger. Ensorcelé par la beauté de la demoiselle dans le clip, Kenny Demang a perdu son bon sens. Il joue le jeu de l'aveugle afin de trouver un moyen de côtoyer la demoiselle. Divinement belle, le cœur de Kenny Demang bat à la chamane pour cette beauté aux couleurs de caramel. J'ai oublié, c'était un Stranger. Pour une troisième fois, Emergency Compa Radio a honoré les people persons de la communauté haïtienne de Boston. Artistes, DJ, animateurs, producteurs, promoteurs, tous ceux qui ont contribué à l'avancement du showbiz dans la communauté haïtienne de Boston ont été honorés. La danse, la chanson, dîner, tout pour une soirée de gala. Soirée d'appréciation, de réconciliation, tout pour une nuit. L'homme de People News, Erlich Dorelas, a été honoré. Merci et m'apprécier trop frère et partager à chaque monde qui l'a souhaité. Merci Kabila. Bye bye, bonne soirée. Merci à Emergency Compa d'avoir témoigné du respect pour les hommes du showbiz haïtiens de Boston. Alors, on va commencer comme ça. Et il faut donner à César ce dont lui est dû. Et moi, je veux dire là, je vais ma vivre et puis moi, j'en sais pas. Chose promise, chose due. Roddy Woodboy lance un nouveau clip, Marvin Guteo. Avec les yeux d'un vampire, le monsieur Roddy Woodboy veut tout faire avec la demoiselle.
Abandonné par son copain dans une forêt au beau milieu de la nuit, le road boy est dans son royaume. Il chante « M'envie goûter ». Une créole raffinée dans le clip, ça augmente l'appétit de monsieur. Allez, m'envie goûter. T-Vice ne chôme pas non plus. Sans limite, le nouveau clip de l'équipe musicale T-Vice, déjà. Il y a pour les yeux et pour les oreilles, le négressier filme la tête de Roberto Martino. Avec patience, il attendait son jour de gloire pour dépasser les limites avec la demoiselle. Cette soirée s'est soldée sur un terminus amer pour l'homme de Toto Show qui croyait trouver le radis. Et voilà, c'est la fin de People News pour aujourd'hui. Un People News au rythme de la Noël. Joyeuse fête de Noël à chacun de vous. Mon nom c'est Erlich Dorelas. N'oubliez pas de liker la page de l'émission sur Facebook. Salut, bonne semaine, au revoir. Eh bien, on se regarde les People News, l'actu People, le monde showbiz, commence à marcher dans le milieu showbiz là. Nous prenons pas en diction avec notre reporter Marc Delors qui en direct depuis conférence là, sous livre ça qui est sorti, qui est observation sur des autres politiques en Haïti, par ancien député 47e législative dans le pays d'Haïti, Jérôme Charles. Delors, bonsoir, comment ça va? Encore une fois, bonsoir Dorelas et bonsoir à toutes les téléspectatrices et tous les téléspectateurs de Télébel Top. Nous toujours là, qui dans la même occasion ça, pour ne pas dire dans ces circonstances-là. Nous venons là, dans la même occasion, présentation de livre ça, votre signature livre ça, si vous voulez, qui c'est observation sur des ordres politiques en Haïti Dorelas. Non, ouais, ça l'a grossi, tu as une salle qui n'a pas grand pile monde, mais qu'on a un monde, c'est monde ça. Normalement, Dorelas, c'est mon yon ça venir timide, comme moi t'ai déjà, il met là, il met dans le corridor, il t'a parlé de 3 amis, il est à peine en dedans là, parce que nous sommes déjà là, on connaît, nous avons l'autre bête pour fouetter, et tout le monde est déjà là, et nous sommes mobilisés pour que nous attendions ça gagne dans le livre là. Eh bien, on ne va pas que votre de l'ordre, par contre, en tout cas, parler avec examen pour nous, est-ce que vous êtes prêt pour attendre ça que Baldi dans la conférence là? Très bien, et juste avant que nous ayons un poète là, qui c'est côte à côte, et Télémo, comment nous est? Bonsoir Delors, bonsoir à tous les amis téléspectateurs de Télébel Top. Nous comptons pour la conférence. Alors, et avec qui sentiment et objectif? Assister au débat qui a fait de réalité sociopolitique en Haïti, afin que nous capables de partager et renforcer stratégie. Très bien, merci Télémo, que nous gagnons les politiciens là, qui mettent Wood et qui Maître Bernard, pardon, Maître Bernard Jean qui a une émission qui Maître Bernard Charles, pardon, wow, qui a une émission qui fait sur Télébel Top qui c'est Haïti qui précision. Maître comment nous est? Nous en forme dès lors, c'est avec un plaisir, pour nous là, pour nous pour nous participer dans votre signature, aucune chaîne de observation sur des autres politiques en Haïti. Pour nous carrer un jour, si des autres va suspendre. Très bien. Et en tant que politicien, politologue, et ou même titre livre là, qui ça le dit pour vous? Oh, ça veut dire plus là pour moi. Et justement, on connaît que Haïti, nous prenons l'indépendance depuis 1804, mais c'est cloupé pendant la marche. Jusqu'à preuve du contraire, nous ne pouvons pas dire que nous sommes fiers du fait que nous sommes indépendants. Première République noire, un pays qui va exemple liberté à travers le monde là, jusqu'à preuve du contraire, petit Clio a vu dans le maras économique la plus totale.
Donc c'est une aberration. Donc nous sommes ici pour justement voir comment on pourrait trouver le troisième moyen pour remédier à cette situation. Je vais mettre moi et merci parce que vous choisi pour une question le côté Eh bien, sorry, ballon pas qu'on est Dorelas, est-ce qu'il est possible pour nous prendre au théâtre ou bien est-ce qu'il est possible de quitter au théâtre pour nous capables de prendre? Bon, plus que temps à faire dans la guerre, non pas que temps pas la auto là, parce que pour l'image de bon, eh bien dans la prochaine édition, on est capable de permettre que auditeurs et téléspectateurs nous visionner comment ça t'est, et même qui ses yeux dans la conférence là, Nabdou, merci pour le travail qu'on fait. Merci Dorelas, c'était ma prix pour Télé Beltop. On va suivre de l'or en direct depuis en salle, en Télé Beltop, pour capable nous comment ça y est, notre conférence de presse, c'est pas de presse, c'est plutôt sorti dans le livre en signature, observation pour des ordres politiques en Haïti. Eh bien, c'est là, nous campons à faire pour de scoop, nous espérons que faire un pile provision des formations. C'est comme ça nous fait chaque soir, le tour du monde, nous faisons décryptage des formations. Nous prenons l'information, nous avons toute salle de nouvelles, toute chaîne de médias dans le monde, pour nous regarder comment salle de nouvelles a bougé, comment journaux écrits pendant la semaine, nous allons décrypter pour. On va me dire, allez, tu l'aurais là, nous espérons que passe une bonne soirée, bonsoir et bon dimanche. Dans la capitale des universités, une télévision s'installe. Télé Beltop, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Wap gérer santé, wap gérer la vie, parce que santé, c'est richesse. Jeff Session, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télé Beltop, c'est la télévision de l'éducation. Nous nous connections avec toute activité communautaire. Télé Beltop, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télé Beltop, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec la voix de Tian Sito. Télé Beltop, très bientôt sur Woko. Télé Beltop, c'est la télé.